il est prévu un mécanisme spécial, je ne veux pas faire trop compliqué, mais je suis obligée de passer par là parce que sinon on ne peut pas. Il est prévu un mécanisme spécial de sauvegarde en cas d'importation massive. Ça veut dire si un pays voit que tout à coup, il y a les prix qui s'effondrent sur le marché international et qu'il risque d'être envahi par des importations massives, je ne sais pas, de riz, qui peuvent mettre en danger la production locale, qui peuvent éjecter des marchés et de la production les petits paysans locaux. Alors, il peut mettre en œuvre, même si c'est très compliqué, mais c'est prévu dans les textes, un mécanisme spécial de sauvegarde qui lui permet donc d'augmenter temporairement ses droits de douane. Alors, on a été à 2 doigts de conclure 2A en juillet 2008 à Genève. C'est-à-dire qu'il y a eu une mini-ministérielle lors de laquelle on a eu l'impression que tous les pays plus ou moins arrivaient à se mettre d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que justement, précisément à cause de non, ça c'est autre chose. À cause précisément de ce mécanisme spécial de sauvegarde et de cette liste de produits spéciaux, ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des pays en développement réunis dans un groupe qui s'appelle le G33. Vous savez, à l'OMC, il y a plein de G. C'est un peu confusing. Alors, celui-là, il s'appelle le G33. Bien sûr, il n'y a pas 33 membres, il y en a 46. Mais il s'appelle le G33. C'est un pays qui regroupe des pays... c'est un groupe qui rassemble des pays en développement qui sont une attitude défensive sur l'agriculture parce que, justement, ils ont beaucoup de petits paysans, ils doivent les protéger, etc. Et qui comprend l'Inde, l'Indonésie et d'autres pays comme ça. Alors, ceux-là, ils ont dit, lors de cette ministérielle, ils ont dit, nous, on veut un mécanisme spécial de sauvegarde, le mécanisme dont je vous parlais qui permet d'augmenter, qui soit assez fort et qui soit facile à mettre en œuvre. Et on veut une liste de produits spéciaux, ces produits dont je vous parlais sur lesquels ils peuvent se protéger, qui soit relativement étendue. On veut pouvoir protéger nos petits paysans. Alors, l'Union européenne était plus ou moins prête à accepter, les États-Unis n'ont pas accepté, et c'est la raison pour laquelle le cycle de Doha a échoué à ce moment-là, et depuis, on n'a jamais été aussi proche en fait de la conclusion de ce cycle. Ça, c'est le premier pilier de ce fameux cycle de Doha. Alors, si nous prenons le cas de la Suisse, par exemple, en quoi est-ce que le cycle de Doha, s'il aboutissait, affecterait la Suisse? Eh bien, vous savez que la Suisse a des droits de douane très élevés, très, très, très élevés sur les produits agricoles. Je crois qu'il n'y a que la Norvège, éventuellement le Japon, qui ont des droits de douane aussi élevés, voire encore plus élevés que la Suisse. Donc, si le cycle de Doha a été conclu, la Suisse devrait évidemment baisser drastiquement ses droits de douane. Maintenant, ce qui se passe, et là, parce qu'en fait, ça, ce sont des textes. Après, quand on va regarder les choses d'un peu plus près, c'est pas si simple. C'est pas que c'est pas si simple, c'est simple, mais on a une autre perspective. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple les pays d'Afrique, et les pays d'Afrique ont des droits de douane sur les produits agricoles déjà très très bas. En fait, à l'OMC, il y a j'espère que ce n'est pas trop compliqué, sinon il faut vraiment m'interrompre, mais il y a 2 types de droits de douane. Il y a les droits de douane qui sont affichés, qui sont consolidés, donc qui sont notifiés par les pays. Et après, il y a les droits de douane qui sont appliqués de fait par les pays. Et souvent, les droits de douane effectivement appliqués sont très, très bas. Beaucoup plus bas que... En fait, les pays appliquent des droits de douane nettement inférieurs à ce qu'ils pourraient théoriquement d'après l'OMC, notamment en Afrique, parce qu'ils ont eu les programmes d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale dans les années 80 et 90 qui les ont obligés à baisser radicalement leurs droits de douane. Voilà. Donc, alors maintenant, pour rendre les choses un peu moins arides, ok. Je finis pour finir ma phrase. Et donc, à l'OMC, on discute, tous ces textes discutent sur les droits de douane consolidés, donc ceux qui sont officiels, ceux qui sont notifiés à l'OMC, d'accord. Mais de fait, comme la majorité des pays appliquent des droits de douane beaucoup plus bas, même les pays industrialisés, il y a beaucoup de marge de manœuvre. Et même les pays industrialisés pourraient encore, pour certains d'entre eux, augmenter de nouveau leurs droits de douane. Maintenant, pour rendre les choses un peu moins stériles, ces droits de douane, ça paraît très, très abstrait comme ça. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que du point de vue du développement, il est très important que les pays puissent protéger, notamment par des barrières tarifaires,
leurs agriculteurs, mais aussi leurs industries, etc. Bon, nous, on parle d'agriculture. Leurs petits producteurs, petits ou grands, ok? Parce que ça fait une différence énorme. Si vous prenez un cas, mais vraiment flagrant, le Kenya. Le Kenya a augmenté les droits de douane sur sa poudre de lait en l'espace de quelques années de façon astronomique. Actuellement, ils sont à 60% les droits de douane. Okay, il y a quelques années seulement, ils étaient, je crois, à 10%. Donc, ils ont augmenté de façon progressive. D'abord, ils étaient à 10, après à 40. Les chiffres exacts, je ne les ai plus en tête, mais je sais que maintenant, depuis 2009, ils sont à 60%. Cette augmentation leur a été possible. Elle n'a pas enfreint les règles de l'OMC à cause de cette différence entre appliqué et consolidé dont je vous parlais. Peu importe. Donc, ils sont dans les règles. Ils ont augmenté leurs droits de douane sur la poudre de lait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Kenya était un pays qui importait du lait. Maintenant, c'est devenu un pays qui non seulement produit du lait, mais exporte du lait. La consommation de lait au Kenya a augmenté. Et la filière laitière s'est énormément améliorée et elle s'est énormément, modernisée aussi grâce à cette protection douanière. Il se trouve que par hasard, moi je me trouvais au Kenya, je crois que c'était en 2009 justement, et c'était un voyage de presse. Et on a été invité à une conférence très pompeuse lors de laquelle Nestlé annonçait qu'elle se lançait dans la production de lait au Kenya. Et donc, pour ce faire, Nestlé allait commencer à soutenir la filière laitière, acheter chez les petits producteurs, les organiser en coopérative, enfin tout ça. Alors, pour quelles raisons, une des raisons principales pour lesquelles du jour au lendemain, ça n'a plus été intéressant pour Nestlé, je ne veux pas parler à leur place, mais enfin on avait quand même discuté, etc., d'importer, c'est que tout à coup ces droits de douane tellement élevés faisaient que leur poudre Milo et autres devenaient trop chères, donc elles ne se vendaient plus. Donc pour eux, ça devenait plus intéressant de produire localement, aussi parce que le fait de produire localement leur ouvrait le marché de l'Afrique de l'Est, qui est un marché de X millions d'habitants, etc. Mais pour pénétrer dans ce marché de la COMESA à des tarifs avantageux, il fallait que la production soit faite dans un des pays de la COMESA. Donc tout ça pour vous dire que ces droits de douane sont très importants et l'OMC fait tout pour qu'ils soient baissés, dans une perspective dont je vais parler tout à l'heure, mais on peut déjà anticiper un tout petit peu. Non, je vais peut-être d'abord finir. Mais l'OMC pousse à cette baisse inexorable des droits de douane qui, de notre point de vue, n'est pas bonne pour le développement. Mais peut-être je finis d'abord avant d'arriver. Alors, premier pilier, c'était donc l'accès au marché. Deuxième pilier, ce sont des soutiens internes. En Suisse, on en parle beaucoup, il y a eu la révision de la politique agricole, etc. Ce sont des soutiens internes. Alors, du point de vue de l'OMC, on ne va pas faire trop compliqué, mais si vous voulez, un pays a le droit quand même de soutenir son agriculture. Mais pourvu que ces soutiens ne soient pas trade distorting, c'est-à-dire comment on dit en français, qu'ils ne distordent pas, je ne trouve pas le mot, le commerce international. C'est-à-dire qu'ils ne créent pas un effet de dumping. C'est-à-dire que je peux soutenir mes agriculteurs tant que ça n'affecte pas la production et donc que ça ne fait pas augmenter la production et que donc ça ne fait pas baisser les prix sur le marché international. Donc, pour ce faire, l'OMC a élaboré un système de 3 boîtes. Je ne veux pas trop vous compliquer la vie, mais c'est comme les feux de la route. Il y a la boîte orange, il y a la boîte bleue et la boîte verte. Pour faire simple, la boîte orange, ce sont les subventions aux agriculteurs qui sont interdites parce qu'elles sont trade distorting. Ça veut dire que, par exemple, si moi, plus mon paysan produit, plus je le soutiens financièrement, ça, c'est trade distorting. Pour la simple et bonne raison que du coup, il va produire de plus en plus, et donc les prix vont s'effondrer, et ça va être une concurrence déloyale sur le marché international. Donc ça, c'est la boîte rouge. Chaque pays doit annoncer ce qu'il met dans les différentes boîtes, mais dans la boîte rouge, on doit réduire au minimum, mais vraiment au minimum, minimise, au minimum ces soutiens qui sont, je trouverai le mot peut-être à la fin, mais enfin qui distordent les échanges. Après, il y a la boîte bleue qui est la boîte orange assortie de quelques conditions. Et après, il y a la boîte verte. La boîte verte contient des subventions qui sont permises parce que justement, elles n'affectent pas la production et les prix. Donc, ce sont, je ne sais pas, moi, des subventions pour la recherche, des subventions pour l'agriculture bio, des subventions.
Alors, là, si on prend le cas de la Suisse a actuellement des subventions qui sont relativement conformes à Doha, c'est-à-dire qu'elles sont pour la plupart dans la boîte verte. Maintenant, cette boîte verte a aussi été fortement critiquée par les ONG, parce que ça, c'est ce que dit l'OMC. Moi, je vous donne aussi un point de vue ONG, donc forcément plus critique. Mais même la boîte verte qui paraît, si vous voulez, inoffensive, a été fortement critiquée par les ONG. Pour quelles raisons? Parce qu'ils disent que finalement, c'est aussi trade distorting, surtout quand ce genre de subventions sont aussi fortes. Ce n'est pas le cas de la Suisse. C'est-à-dire, c'est le cas de la Suisse, mais la Suisse exporte tellement peu de produits agricoles que vraiment, elle fait de mal à personne. Par contre, des pays comme l'Union européenne ou les États-Unis ont une agriculture tellement subventionnée et maintenant, ils sont arrivés à maquiller, entre guillemets, un tout petit peu leurs notifications et leurs subventions. C'est-à-dire qu'au lieu de les notifier dans la boîte rouge, maintenant, ils les notifient dans la boîte verte. Par exemple, je ne vais pas compliquer la vie, mais par exemple, l'Union européenne a un régime de paiement direct. Ça veut dire je te paye indépendamment de ce que tu produis. Mais certains soutiennent, les ONG, d'autres pays en développement surtout soutiennent que c'est quand même unfair. Parce que ça pousse quand même le paysan à produire plus avec les conséquences que j'ai données. Il y a une autre raison pour laquelle c'est unfair, c'est pas... Voilà, c'est pas juste. C'est que, évidemment, les pays du Sud n'ont pas les moyens de subventionner leurs paysans. Quelle que soit la boîte, rouge, verte ou bleue, ils n'ont pas les moyens ou ils ont très peu de moyens. Donc voilà, il y a une compétition inégale entre des produits fabriqués avec des produits avec subvention et les autres. Voilà. Ça, c'est le deuxième pilier. Je vais un peu vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et parce que je veux vous dire quelle est notre position aussi. Mais je crois que c'est simple. Premier pilier, accès au marché. Deuxième pilier, soutien interne.